bonjour, donc voilà, vous êtes sur la chaîne de l'Apocalypse. L'Apocalypse qui veut dire révélation au sens spirituel, parce qu'on a eu plusieurs révélations sur les scandales des pesticides, sur les scandales politico-financiers. On a eu des révélations aussi sur l'environnement, hein, les dégâts de l'environnement, notamment causés par l'agriculture intensive et l'exploitation importante par les multinationales. Donc nous sommes en pleine série de révélations, hein, une sorte de cascade en chaîne, mais au sens spirituel. L'avons-nous, comprenons-nous et la voulons-nous? Sujet encore plus inquiétant. Donc voilà, conformément au livre de Jeanne Le Royer, que j'ai déjà cité par ailleurs dans d'autres séquences de ma chaîne, à la fin du XVIIIe siècle, il y a eu une sœur mystique de la Nativité qui a laissé une œuvre. Hein, elle a eu beaucoup de difficultés, il lui a fallu 13 ans avant de pouvoir s'exprimer, tellement dans son monastère, eh bien, il y avait comme un barrage. Hein, on n'est pas comme à l'époque d'aujourd'hui où on peut communiquer beaucoup plus librement. Et elle avait fait part de certaines de ses visions, dont une qui m'intéressait en particulier, celle du Christ à Gethsémani, où elle annonce par cette vision sa venue, qu'elle situe en plus dans le temps, soit à la fin du XXe siècle, soit au XXIe siècle, en disant précisément qu'elle portera une parole qui portera, pardon, ce Christ, une parole incluant le jugement général du monde. Donc voilà, le jugement général, elle n'emploie pas le mot jugement dernier, mais enfin, dernier, ça voudrait dire quoi? Qu'on est à la fin des temps. Alors, ça veut dire que qu'est-ce qu'on voit de notre monde, hein? Révélation, c'est un petit peu en rapport avec la vision. Moi, j'aimerais que vous compreniez ça. Parce que nous avons la terre, le ciel, donc la création au sens large. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a retenu? Comment on se resitue dans nos vies? Surtout qu'on a fait énormément de connaissances depuis peu, grâce à l'archéologie. Qui amène des connaissances et comment on les assimile dans notre rapport au monde. Toutes ces questions, n'oubliez pas, la parole du Messie et du Christ, c'est la vie, certes, mais c'est aussi en rapport avec la vérité. Hein. Donc l'alpha, l'oméga, premier et dernier. Alors, dans ce topo qui est la 5e partie liée au jugement général, on voit que j'ai déjà traité donc plusieurs reprises. Je ne reviendrai pas dessus sur les autres. Hein. Ma chaîne, vous n'avez qu'à y aller, hein, Wicca Fate. Alors, il faut savoir que cette fois-ci, j'ai choisi d'aborder l'armée. L'armée, bon, beaucoup écrivent, mais si on devait prendre un certain angle de vue. Là, on est sur un topo sur le net. Je vais pas épiloguer pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. L'armée, il y a plein de choses à dire. Il est évident que c'est un point de vue particulier que je vous propose, qui est en rapport avec son évolution historique et un angle moral. Parce qu'on est quand même dans l'ordre du jugement général. Donc, si je devais prendre de l'armée, puisqu'il y a plusieurs facettes, un élément que je pointais du doigt et que je voudrais montrer de son évolution, ce serait lequel, d'après vous? Alors, eh ben, je le dis, je vais faire un jugement sur l'escalade de la puissance. Alors, l'armée, depuis l'Antiquité, on fait la guerre. Le monde des cités, c'est inséparable. Il s'est fondé sur, avec notamment la case des guerriers, qui figure comme étant la toute première caste, qui s'est appropriée des terres également. Hein, j'en ai parlé du système tripartite, déjà. Alors, c'est une des plus vieilles activités au monde, c'est évident. Et tous les empires que nous avons connus, depuis 4000 ans d'histoire, sont fondés sur l'usage des armes. Et la liste d'ailleurs de ces empires est assez impressionnante. Rapidement, empire assyrien, perse, chinois, romain, arabe, ottoman, le Saint-Empire romain germanique,
qui a dominé l'époque féodale médiévale en Europe. L'Empire britannique, qui a fondé les 13 colonies des États-Unis, ainsi que les colonies en Asie, Afrique et une myriade d'îles. À vrai dire, toute l'histoire d'homme, qu'est-ce que nous ramenons de l'histoire en priorité principalement? Des guerres, des guerres, des guerres. Tant pis pour les autres secteurs et les autres domaines. Tant pis pour la famille, tant pis pour les travailleurs et l'économie même, où c'est plus compliqué d'arriver à percer et à se révéler. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que l'armée de loin a fait la puissance dans notre monde. Aux origines d'ailleurs, vous aviez un dieu qui s'appelle Indra chez les hindouistes, dans le Rig Veda, composé entre 1500 et 900 avant Jésus-Christ. C'est parmi les tout premiers textes fondateurs. Et on évoque des tribus dans des stances qui rendaient des hymnes, qui chantaient les louanges d'un dieu appelé Indra, en priorité, parce que et ce dieu Indra est souvent représenté comme un très grand guerrier, avec une arme, des chars puissants, et il implore de leur donner la force et la victoire sur leur adversaire, leur ennemi. Regardez bien, l'Antiquité, c'était très présent ce genre de culte. C'est au fondement même de notre civilisation quand même. Voilà. Et apparemment, même si aujourd'hui on ne le fait plus, on ne le voit plus forcément comme ça, rappelez-vous qu'il y a beaucoup de mythes, de légendes, en rapport avec la guerre, qui inclut beaucoup de batailles, jusqu'aux Américains. Ils nous ont fait toute une série de films sur les super-héros. Mais il y en a beaucoup qui font référence à l'usage des armes, à la guerre. Donc, c'est dans ce domaine que c'est forgé et s'exprime la toute-puissance. Notion clé d'ailleurs du nom Père, notre Père tout-puissant, qui est aussi en rapport avec le Créateur, en sachant que la caste des guerriers prenait des décisions politiques qui elles-mêmes fondaient, transformaient les cités. J'espère que ça, vous comprenez, ça c'est un point de vue. Vous ne l'aurez pas dans la plupart des écrits, ne vont pas jusque-là. Alors, l'escalade de la puissance, ça se traduit par quoi? L'escalade des effectifs. Si le nombre de guerres est en hausse, alors le nombre d'hommes qui deviennent soldats est en hausse aussi. Ça paraît être, si vous voulez, donc la hiérarchie du corps de l'armée. Il faut savoir qu'il y a 4 niveaux: division, régiment, bataillon, compagnie, tel qu'on le voit par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Alors, Stéphane Alix, si vous ne le connaissez peut-être pas, c'est un auteur qui a écrit un livre intéressant se rapportant à une expérience occulte et surtout à quelque chose qui est beaucoup moins célèbre dans l'histoire humaine, et qui est donc l'enquête occulte. Alors, il aurait eu une vision au cours de séjours en Amazonie, représentant un soldat, puis il avait plusieurs... un soldat, un homme, et il voyait des champs de guerre, des batailles, il voyait lui-même parfois dans des camps. Il explique ça mieux dans son livre que je ne le ferai moi-même, de toute façon, c'est une expérience intime, profonde. Mais il est allé jusqu'à rencontrer un historien, Charles Trank, pour pouvoir resituer cette vision et savoir lui-même s'il s'agissait de quelque chose de vrai ou de faux, quelque chose qui était produit par son mental, comme on peut le considérer, ou si c'était vraiment un contact avec un esprit. Et il a eu la réponse. Alors, il faut savoir que là, il y a un autre passage du livre qui est intéressant parce qu'il donne des chiffres concernant précisément, puisque cette fameuse escalade à la puissance, alors il ne l'apporte pas comme moi, c'est pas ça, mais il explique que la compagnie, c'est 180 à 200 hommes. Alors si, ensuite il explique qu'il y a 4 compagnies dans un bataillon, ensuite il explique qu'il y a 3 bataillons dans un régiment, et 3 régiments dans une division. Donc vous faites le calcul, 200 hommes, un bataillon,
3 bataillons, non, qu'est-ce que je dis, une compagnie, pardon. 4 compagnies dans un bataillon, ça fait donc 800 hommes. 3 bataillons dans un régiment, ça fait 2400 hommes. 3 régiments dans une division, ça ferait 7200 hommes. Entre 7000 et 8000 hommes, grosso modo, parce que c'est des chiffres approximatifs. Et ce n'est valable que pour une division, en sachant qu'il peut y avoir plusieurs divisions dans l'infanterie, en sachant qu'il n'y a pas que l'infanterie, mais qu'il y a aussi la cavalerie. Il y a aussi le corps de l'armée sur la flotte, la marine, et il y a aussi, désormais, on a, depuis la Seconde Guerre mondiale, Première, Seconde Guerre mondiale, une flotte aérienne. Donc, c'est un chiffre colossal. Certainement, surtout si on doit considérer que chaque guerre comprend plusieurs belligérants, que chaque belligérant forme un front, une coalition, plusieurs pays en général, et que donc on ne peut pas se représenter le nombre. Mais rappelez-vous que dans le terme religieux, on parle de l'armée parfois comme la légion de Gog et Magog. Les armées de Gog et Magog. Alors, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est pas pareil? C'est compliqué. Mais en tout cas, nous avons une myriade de légions de soldats depuis les 4000 ans d'histoire, ça c'est certain. Et ces soldats, quand ils passent, ils font des victimes automatiquement. Notamment les effectifs, s'ils sont alimentés par l'enrôlement volontaire, il y a aussi l'esclavage. Il y a aussi l'esclavage, car dans les guerres, on faisait des sièges. Et quand on faisait des sièges, on capturait sur place des hommes, des femmes, des hommes qui pouvaient alimenter des bataillons armés, de l'armée. Il y avait aussi, même en dehors des sièges, on pouvait continuer, puisque au XVIe siècle, dans l'Empire ottoman, on pratique le devshirme, une sorte de une récolte, ils appellent ça une récolte des garçons, dans les peuples balkans et de l'Anatolie, dès l'âge de 8 ans. Ça veut dire qu'on les prend alors qu'ils n'ont même pas l'esprit formé, ils ne savent pas, ils ne comprennent rien, on les envoie dans des camps, on les forme à se battre. Et ce prélèvement sur sujet de second ordre dans l'Empire était appelé impôt sur le sang. On formait les enfants encore au XXIe siècle, avec le camp des djihadistes. Et Star Wars, rappelez-vous, notre grand film, notre grande saga que nous adorons tous et qui est très populaire. On n'a que Dieu pour Anakin Skywalker, d'ailleurs sur le net c'est impressionnant le nombre de gens qui mettent en avant Anakin, en oubliant d'ailleurs dans la dernière trilogie Rey, parce que les femmes, les femmes dans la guerre, ça laisse pas de place. Puis rappelez-vous, Rey dans les déserts. Au début, comme à la fin, à la différence d'Anakin, qui a quand même voit son évolution, et fait partie ensuite de l'Empire, en devenant l'un des meilleurs généraux. Pas le même traitement, ça aussi, 4000 ans d'histoire. Bon, alors, l'échelle temporaire et spatiale. À travers la galaxie, il y a une légion d'armées de clones et de soldats dans Star Wars. Et ça, il faut bien le comprendre. Parce que tant qu'on n'a pas changé d'ordre, tant qu'on est toujours sous le même état, sous le même régime, je ne vois pas comment on pourrait changer, même de rapport de force. Star Wars est un film de guerre, avec des explosions de masse, des destroyers, des croiseurs. Et on ne fait pas attention à la vie humaine, ou même mutante et extraterrestre. Tout explose. Les tissus et les chairs se délitent, se dissouent. Sous le feu. Donc, il ne vous montre jamais la dimension sensationnelle, parce que ça, dans un film, on ne peut pas vous le montrer. Et même les ouvrages sur la guerre, alors qu'on remplit des feuilles et des volumes de pages, combien, parmi les auteurs, parviennent vraiment à exprimer d'un point de vue la sensation douloureuse du feu qui descend et qui coule dans vos veines ou les brûlures. En tout cas, on a choisi de se taire.
L'escalade des armes. On pourrait citer un autre point de l'escalade à puissance qui est l'escalade des armes. Les armes blanches, les premières pièces d'artillerie. Au Paléolithique, on invente les premières pièces d'artillerie. Paléolithique, c'est dans la préhistoire. On est sur les premières armes, et donc les premières armes, c'est le couteau, les épieux, les lances, les haches et les harpons. Une pierre pouvait être cassée et devenir tranchante. Et de là, on s'en servait pour trancher, racler, couper des peaux d'animaux, des fruits. Mais c'est encore sympathique, même si on se frappe avec des pierres. Ces premiers couteaux primitifs, eh bien, ça ne devait pas faire si mal que ça. Voilà, hein. Au Mésolithique, on passe ensuite à l'arc, moins 12 000. Néolithique, découverte de poignards en silex avec manche en bois et dague, moins 6 000, moins 2200. C'est l'âge de pierre, néolithique. L'Antiquité, on est à l'âge de bronze, moins 2200, moins 800. Première moitié du deuxième millénaire, on conçoit les premières épées. L'âge du fer, moins 750, moins 30, premier siècle avant Jésus-Christ. Deux périodes, la Sat et le Ted. Or, 6e siècle et 4e siècle avant Jésus-Christ, on invente la catapulte, la baliste, le scorpion ou le nacre. Ce sont des machines de jet qu'on utilisait dès l'Antiquité pour envoyer javelots, flèches et pierres, principalement. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ces auteurs font mention de l'Antiquité. Et ça a été écrit. Alors, il y en a plusieurs, des scènes de bataille, on décrit. Et ces machines de jet, alors vous avez César, la guerre des Gaules, mais vous avez Végès, Tacite, Polybe, Pline l'Ancien, Diodore de Sicile, qui raconte dans son histoire universelle et atteste de l'invention des catapultes et des arbalètes à Syracuse. Alors, ça permet de resituer, de voir que c'était bien présent, et on a comme ça quelques indices. Les armes à feu, deuxième vague de pièces d'artillerie. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a des torches volantes. Cette torche volante est utilisée et employée par les Perses. Ancêtres de fusées, grandes flèches enflammées, lancées par des catapultes. Le feu grélois, au 7e siècle après Jésus-Christ, c'est un projectile chaud et liquide qu'on lançait le plus souvent sur des bateaux, mais aussi dans des forts. Un mélange de poids, de nafte et de soufre. 8e siècle après Jésus-Christ. Poudre noire par les Chinois, mélange salpêtre, soufre et charbon de bois. Comprimée dans un canon, la poudre noire, en brûlant, produit un gaz. Et ce gaz sert, en exerçant une poussée sur un projectile, il projette, il propulse. Cette invention de la poudre noire va ouvrir la voie à plusieurs inventions, à des pièces d'artillerie et aussi des projectiles portatifs. Alors, par exemple, on a l'invention du canon, au 8e siècle, donc après Jésus-Christ, c'est la poudre noire. L'invention du canon, et là les auteurs ne sont peut-être pas forcément d'accord, il y en a qui disent 11e siècle, il y en a qui disent 13e siècle, à 1260 en tout cas, dans la bataille d'Ain Jalut, qui a eu entre les Mamelouks et les Mongols, on atteste sous la dynastie Song de l'utilisation de la poudre noire. Les canons sont la pièce majeure d'artillerie qui a été employée dans nombre de guerres, sur terre comme sur les mers. C'est donc important comme invention. Ensuite, la bombarde. Les bombardes, c'est apparition lors de la guerre de 100 ans. Bouche à feu montée sur un affût en bois qui tire des boulets de pierre puis de fer.
Ensuite, au XIVe siècle, donc arrivent ces fameuses armes portatives qui impliquent donc de la poudre noire, où on propulse des ballons donc en plomb en général. Et c'est la première grande arme à feu du Moyen-Âge, l'arquebuse, qui va ensuite, si vous voulez, il y a toute une série, après derrière, il y a l'arquebuse du XVe siècle. 15e siècle. Et du XVe siècle, après on a le XVIe siècle. 16e siècle, l'invention de la carabine sous Henri III, du mousquet sous Louis XIII, qui a donné lieu au nom de mousquetaires pour désigner des soldats de guerre de la garde de Louis XIII. Le nom de mousquetaire, Alexandre Dumas. Il y a le pistolet, donc carabine, mousquet, pistolet, arquebuse. Et puis le fusil au XVIIIe siècle et la mitrailleuse au XIXe siècle. Et là, la mitrailleuse, puissance de feu redoutable. Regardez les films de guerre, j'ai vu il n'y a pas longtemps là, un film justement avec Brad Pitt, bon, peu importe, où on voit un film américain. Et ils tirent, canardent sans arrêt, et ben, ils utilisent des mitraillettes. Jusqu'à 600 coups à la minute, il paraît qu'il y en aurait eu. On n'a pas le temps de compter. Hein. On est là, toujours en train d'appuyer sur la gâchette. C'est très instinctif, très pulsionnel. Et puis, comme vous l'avez exposé là, on vous la fabrique, vous la commercialisez, vous avez la possibilité de l'usage. Vous vous rappelez plus que vos ancêtres avaient l'arquebuse, ils peinaient pour mettre le canon, la poudre de canon, et qui passaient un temps fou pour tasser cette poudre, enfin un temps fou, quand même c'était long, et vous vous rappelez plus qu'il fallait, que c'était compliqué, l'allumage, que ça marchait pas tous les coups, qu'en une minute vous n'arriviez même pas forcément à tirer un seul coup. Non, là on est au XXe siècle, et ça va très très vite. Le temps s'accélère, surtout dans les armes. Alors, Première Guerre mondiale, usage à mitrailleuse. Deuxième Guerre mondiale, lance-roquettes bazooka. Et dans les deux guerres, enfin surtout dans la Deuxième Guerre mondiale, mais non, le char d'assaut 1914. Donc, les deux guerres, vous avez des chars d'assaut qui deviennent de plus en plus résistants, de plus en plus forts. Alors c'est ça l'esprit du monde, hein, c'est vous voyez, un culte crânien de la guerre explique qu'on renforce sans cesse sa puissance. Tellement qu'on est arrivé aux armes chimiques et nucléaires. À partir du XXe siècle, nouveau seuil de franchi. Gaz chlorine, ou chlore, 1915. Gaz moutarde ou pyrite, en 1917. Et entre deux guerres, le tabou. Vous avez aussi le gaz sarin, la bombe atomique sous la Seconde Guerre mondiale avec le projet Manhattan, qui implique la fabrication d'une bombe atomique. On aurait dépensé 2 milliards. 2 milliards. Et c'est qu'un projet parmi d'autres, donc je ne sais plus combien on dépense. Là aussi, je ne ferai pas l'escalade des coûts, hein, mais j'ai choisi de traiter l'escalade des effectifs. Mais ça doit être, c'est énorme le budget de la guerre. 1945, Hiroshima, Nagasaki. Un bombardement a eu lieu de 2 cités nippones. Et on estime qu'il y aurait eu 140 000 personnes qui seraient mortes. Alors directement sur le coup, parce qu'après on ne tient pas compte, là encore, c'est compliqué avec la radioactivité. Et avec les armes chimiques. Avant on avait des armes à feu, il devait y avoir l'agonie sur le terrain. Et ça passait peut-être quelques journées. Regardez, ça aussi on ne le mesure pas au niveau du temps. Mais les armes chimiques, hein, c'est lent. C'est une dissolution des tissus internes qui affecte même l'ADN parfois. Avec, comme si on prenait du poison et que ça coulait le feu en vous. Qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Des vomissements, des maux de tête, des organes qui ont été perforés. Mais quel état de sensation ultra douloureuse qu'aucun mot ne pourra jamais traduire, d'autant plus que quand vous êtes atteint et touché,
on vous coupe le sifflet, vous ne savez plus parler. Et surtout si personne ne vient vous voir. Parce que les victimes qui se délabrent et des corps qui se délabrent, qui a envie de les voir? On n'en avait pas envie de les voir au Moyen-Âge. Pourquoi aurait-on envie de les voir au XXe siècle? Même s'il y a l'invention de la caméra. Qui s'est fait... Ah, les victimes. Le sort des victimes. Là, les états généraux dans l'armée, ils n'en parlent jamais. Oui, non, non, oui. Bon, enfin, après les bombes atomiques, bombe A, il y a la bombe H. On continue. Rosie Marshall en 1952. Entre 1950 et 1960, plusieurs essais dans les atolls du Pacifique. Vous avez la Tsora Bomba en 1961. 52 mégatonnes. Explosion par des tests, explosion par des essais nucléaires pendant que vous êtes mené en zone arctique. Bon, on ne se rend pas compte, c'est dans notre monde, on n'a pas le temps de le voir. Ça a lieu, on n'en parle pas, on ne le voit pas. Bon. Et quand l'armée même le fait, généralement un masque. Bon. Et pourtant, elle ne peut pas tout masquer, hein, parce que ça reste the first sujet traité partout, par tout le monde. 21e siècle. Kim Jong-un est un dictateur. Un dictateur dans la Corée du Nord qui considère l'arsenal nucléaire comme le garant de la sécurité. Encore au 21e siècle, en dépit de tout ce qui est arrivé. Il reste motivé toujours. En plus, c'est ça qui est surprenant. Ces dictateurs, ils ont 30-40 ans, ils sont tous des généraux de l'armée. Regardez en Afrique, tous les dictateurs qu'il y a eu au XXe siècle, issus de l'armée. On se croirait revenir aux premières bases de la civilisation de l'Antiquité alors qu'on est au XXe siècle, mais on évolue quand? On dit qu'on fait des progrès, mais des progrès à quel niveau? N'oubliez pas Star Wars, intergalactique, plusieurs galaxies, et toujours un arsenal et des campagnes de bombardement qui doivent être encore pires, qui peuvent être peut-être pires que les raids aériens de la Seconde Guerre mondiale. Alors, les deux autres grandes inventions, du coup, c'est la marine, la flotte navale. 16e et 17e siècle en Europe, Royal Navy, vous savez quand c'est qu'elle est née en 1546, Marine Royale en 1624, en rapport avec la colonisation d'Amérique du Sud. Pourtant, dès l'Antiquité, bien sûr, on atteste chez les Grecs, les Égyptiens, les Phéniciens, de l'invention de bâtiments de guerre comme les trières. Bon, au Moyen-Âge, avec les nefs, il y en avait les dracars vikings, ou encore les jonques chinoises, mais là aussi, dès lors que ça s'institutionnalise au XVIe et XVIIe siècle, on en fait un corps qui intègre le niveau officiel. Quand on voit ce qui s'est passé sous la Seconde Guerre mondiale, croiseurs, on utilise dans Star Wars, mais c'est impressionnant, bâtiment de guerre qui devient toujours plus gros. Et puis vous avez l'armée de l'air. L'armée de l'air, Première Guerre mondiale, usage des premiers avions de combat. Et Deuxième Guerre mondiale, recours au radar aérien qui se généralise après, avec des campagnes de bombardement intensif, où on voit un déferlement de bombes sur certaines images vues du ciel, généralisation des raids dans les guerres du Vietnam, de l'Irak. Et bien sûr, que de souffrance et de souffrance, sans jamais avoir prêté, sans vraiment faire très attention à ce que ça peut représenter. Donc en conclusion, la toute-puissance de l'armée. Moi je pense que c'est ça. Le gros problème, la toute-puissance de l'armée est telle que l'on ne parle pas ni de ses effectifs, ni de cette croissance des armes à travers le temps. Ce cumul, des armes à travers le temps, parce que ça s'ajoute. Et on ne parle pas. Cette escalade dans l'armement ne peut faire qu'aussi faire empirer le sort même des soldats qui sont sur place et des civils qui sont touchés, parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que les soldats. On voit qu'il n'y a pas de périmètre établi dans le champ de bataille. Pas tant que ça. Dans Fury, là encore,
on voit clairement qu'ils s'installent dans les villes, ils font le siège partout. Hein. Donc, l'armée, quand on n'ose rien dire, en plus bon, c'est très dur, hein, c'est ça, elles arrivent, les patrouilles, tout le monde se calfeutre, et puis on montre bien la furie, ils ne parlent plus. Mais entre eux-mêmes, voilà le niveau de langage. Bon, alors, résultat. Qu'est-ce que je pourrais dire au vu de ça? Dans quel état, on pourrait se poser la question, se trouve notre terre en ce XXIe siècle? Irak et Syrie, on a des images. Pays dans les décombres, bâtiments vétustes, et c'est pas les catastrophes naturelles dans ce cas-là. Par contre, autour, plus énigmatique, vous avez donc des pays arides. Dans les pays conquis par les musulmans. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, l'enfer, hein, au-delà de Dante et de son impressionnant voyage initiatique qui se situe au centre de la Terre, où il resitue l'enfer, hein, mais l'enfer, pour faire plus simple, plus basique, c'est un lieu de feu dans la religion chrétienne. Donc, à force de vouer un culte au grand dieu de la guerre, des Indiens aux musulmans en particulier, mais pas que apparemment, à ce fameux dieu donc de la puissance du feu. Eh oui, parce qu'on ne veut pas de culte pour le dieu de l'eau. Hein. Ça n'a pas l'air intéressant, l'eau, ça n'a pas de valeur. Bon, ceci dit en passant. Eh bien, quand on voue un dieu, un culte au grand dieu de la puissance de feu, vit-on avec elle, cette puissance de feu en permanence? En plus, on peut se poser l'autre question, plus spirituelle donc, pour reprendre Stéphane Alix, avec Alexander Herman, et qui est un défunt, si le ciel est peuplé de gens morts, et s'il y a eu énormément de guerres dans l'histoire de l'humanité, quand on voit l'état de notre terre, faut-il que ce soit un écho par rapport à l'état du ciel? Bon, peut-être pas quand même, parce qu'au ciel, on doit pouvoir effacer les traces davantage que les quelques fragments, éclats qu'il y a sur terre et empreintes. Mais dans quel état peut être notre ciel? Voilà. N'oubliez pas que le Christ, là je vous renvoie aux visions de mystiques comme Maria Valtorta, qui laisse entendre qu'il y a eu le règne de l'Antéchrist, et puis le déploiement des forces de Gog et Magog, hein. Ça a l'air de correspondre au XXe siècle. Bon, voilà, j'espère que vous comprenez mieux. Et au revoir, à la prochaine.